Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Cet épisode fait partie d'une série de mini-podcasts réalisés dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation organisé par le C2RP. Ils sont consacrés au thème de la formation numérique dans lequel un expert vient vous confier ses convictions et son expérience. Les Serious Games sont apparus il y a de cela de nombreuses années et leur succès ne semble pas s'essouffler. Dans le secteur de la formation, ils sont continuellement plébiscités, on leur confère de nombreuses vertus, parmi lesquelles engagement des apprenants, un attrait transgénérationnel, ils favoriseraient la mémorisation, autoriseraient la collaboration, bref, n'en jetez plus, on tient là une pépite. C'est avec une spécialiste du genre que nous allons faire le point sur les usages des jeux sérieux en formation. Susan Bossan, bonjour, et pour bien commencer, pouvez-vous s'il vous plaît compléter votre présentation ? Bonjour Nicolas. Alors donc moi je suis Susan Bossan, je suis Serious Game Designer, donc mon métier c'est de concevoir des serious games et je fais ce métier depuis bientôt 16 ans, donc voilà, ça fait longtemps. J'ai aussi la chance et l'honneur, on va dire l'honneur, d'être présidente du syndicat français des Serious Game Designers. Commençons par le commencement. Pour quelqu'un qui les découvre, que sont les jeux sérieux ? Que sont les serious games ? Qu'est-ce que la ludification ? Est-ce que tout cela est la même chose ? Alors, souvent, il y a déjà un a priori sur les serious games, c'est que les serious games sont des jeux vidéo. Clairement, les serious games, ce sont des jeux sur lesquels on va rajouter une fonction utilitaire et ils peuvent être du coup vidéo ou analogique, c'est-à-dire jeux de plateau, jeux de cartes, tous les jeux qui ont l'ambition de former ou d'amener à faire quelque chose. Alors on a aussi des serious games dans le marketing, par exemple. La plus grosse utilisation en France, c'est la pédagogie et ensuite le marketing. On confond aussi souvent les serious games avec la gamification. La gamification, ce n'est pas des jeux, c'est une activité, alors peu importe laquelle, une réunion, un process d'achat chez les clients, pour lequel on va rajouter un élément lié à l'univers du jeu pour augmenter l'engagement. Par exemple, vous êtes en réunion et vous mettez un dé pour tirer au sort qui va faire le compte-rendu. Vous avez gamifié votre réunion. Alors, c'est pas la meilleure gamification du monde, mais ça vous donne l'idée, c'est que votre réunion change pas, c'est toujours pas un jeu, mais on a rajouté cette petite touche de ludique et c'est ça la gamification. Donc, il y a bien les serious games, ce sont des jeux avec une fonction utilitaire, numérique ou analogique, et la gamification, une activité classique sur laquelle on rajoute un élément ludique. Et qui se pratique aussi bien en salle que si nous sommes installés derrière un ordinateur. Tout à fait. C'est peu importe. Moi, j'ai une petite, un amour pour les jeux qui se pratiquent en présentiel parce que je trouve en tout cas, dans le monde de la formation, on a vraiment des interactions qui sont riches et qui augmentent l'apprentissage. Maintenant, les jeux vidéo, les serious games numériques sont très intéressants pour une grande diffusion. C'est-à-dire que effectivement, si je dois toucher un très grand nombre de personnes, c'est plus facile avec le numérique. Donc, selon les usages, en fait, on va préférer l'un ou l'autre, ou même faire des jeux hybrides, ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui, avec des jeux physiques, mais avec une application numérique ou digitale qui permet d'augmenter l'expérience. Jouer pour apprendre, il paraît que c'est plein de vertus, plein d'avantages. Lesquels ? Alors, les qualités, sans faire une liste à la Prévert, je vais me focaliser sur les qualités ou en tout cas les avantages pour les jeux pédagogiques. Ce qu'on appelle aussi parfois, vous entendrez peut-être le terme des learning games, où on est sur des serious games pédagogiques. Une des qualités, évidemment, c'est d'augmenter l'engagement, l'appétence pour l'activité. Donc ça, c'est important, mais c'est peut-être celle qui est la plus intuitive comme qualité. Moi, ce que je trouve très pertinent dans l'usage des jeux, c'est le fait que ça
s'adapte au niveau de chaque apprenant, au niveau de chaque participant. C'est-à-dire que dans un jeu, on va faire des choix dans les bons jeux pédagogiques. Et donc, les choix, on va les faire, chacun va les faire en fonction de ses connaissances, ses compétences et va aller chercher, en fait, on va les mettre dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire en situation de faire des choix qui sont en limite de leurs compétences et où ils vont être un petit peu dans cette zone d'inconfort où ils vont apprendre. Et ça, si on joue tous les deux, Nicolas, on n'aura pas forcément la même, on n'a pas les mêmes connaissances, on ne sait pas faire les mêmes choses, donc on ira chacun faire nos choix avec ce qu'on possède, et donc on va monter en compétences là où on en est. Donc ça permet vraiment finalement un apprentissage qui est différencié et qui est adapté à chacun. Et puis un avantage, je vais m'arrêter là pour la liste à l'après-vert après, mais je vais aller sur les points faibles, mais un élément très important, c'est le droit à l'erreur dans un jeu, alors avec des conditions, c'est-à-dire que le jeu seul ne permet pas le droit à l'erreur, bien sûr il l'offre, mais il faut quand même construire un contexte d'apprentissage qui le favorise, c'est pas le jeu tout seul qui porte toute la responsabilité du droit à l'erreur. Une fois qu'on a construit ce cadre de travail et qu'on met du jeu, les joueurs et les joueuses se retrouvent dans ce qu'on appelle le cercle magique, c'est-à-dire un environnement dans lequel finalement quand on va jouer, ça n'a pas de conséquences, comme dans un jeu réel, c'est-à-dire dans un jeu réel, je joue, si je dois éliminer mon adversaire dans le jeu, dans la vraie vie, il est toujours là après la partie et il n'y a pas de conséquences. Et là c'est pareil, donc on va pouvoir expérimenter des choses dans un temps en plus qui est souvent très condensé. Je pense à notamment des jeux qu'on va pouvoir utiliser pour le management, qui vont nous permettre d'expérimenter des stratégies managériales ou des options dans un temps de peut-être 1 heure ou 2, là où dans la vraie vie, pour les mettre en œuvre et voir le résultat, on serait de l'ordre de peut-être 15 jours, 3 semaines, voire plusieurs mois. Donc là, en un temps réduit, on voit les conséquences et en plus, elles n'ont pas justement de conséquences. Donc on a un apprentissage. Je fais le parallèle avec les piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, où on voit bien l'importance dans l'apprentissage de faire des erreurs pour mesurer l'écart et adapter nos stratégies. Dans un jeu, c'est exactement ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Peut-on avoir un exemple de cas d'usage pour illustrer le propos ? Il y en a tellement. Si je prends peut-être un jeu... Alors, je vais donner plusieurs exemples, si tu le veux bien, Nicolas. D'abord, un exemple de jeu détourné, c'est-à-dire que on peut aussi utiliser des jeux grand public pour les faire jouer en formation et en tirer parti. Par exemple, moi, j'utilise un jeu de plateau qui s'appelle Magic Rabbit, qui est un jeu dont les parties durent 2 minutes 30 et on va faire des itérations. Donc, on va rejouer et entre chaque partie, on va permettre aux équipes de s'organiser, de mettre en place des stratégies. Et c'est ça qu'on va analyser et on va travailler tout le travail en équipe. On peut travailler le management, on peut travailler énormément de choses avec ce jeu. Donc, ça, c'est un premier usage. C'est qu'on peut utiliser des jeux grand public en les détournant. Un autre exemple... Je vais prendre un jeu que j'ai fait, ça va être plus simple pour vous en parler. J'ai développé un jeu pour l'APHP sur la communication entre équipes et un autre là sur la gestion des déchets. Et on va essayer de changer les comportements, par exemple, vraiment pour la gestion, pour la communication, on va être on va travailler l'empathie, on va travailler l'amélioration des relations de travail en partageant en fait des situations, on va dire les irritants du quotidien et pour amener à échanger, à discuter, mais sans jugement aucun. Donc on a mis en place plein de leviers ludiques pour permettre ça. Et puis le jeu sur la gestion des déchets, on est sur un jeu numérique qui va inciter en fait à mettre des challenges, à bien comprendre comment est-ce qu'on trie les déchets médicaux, et puis en même temps mettre en place des challenges pour mieux trier et avoir on est à mi-chemin entre le jeu d'un côté et puis de la gamification de l'autre pour avoir une transition durable sur les comportements. Si je veux lancer un projet de serious game dans mon entreprise, est-ce que je peux recevoir au moins un conseil ? Waouh, un seul ? Le premier, en fait, la première chose, c'est la question que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure. Le premier conseil, c'est de vous dire, est-ce que le jeu, c'est le meilleur outil ? Ou est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être plus efficace que le jeu ? Si le jeu est vraiment rempli de toutes les conditions pour être le moyen idéal de traiter la situation, alors oui, il faut y aller. Et dans ce cas-là, peut-être, c'est un semi-deuxième conseil, faites-le vous-même, mais faites-vous accompagner par des serious game designers, parce que vous éviterez des écueils et vous gagnerez énormément de temps dans la conception. Gardez la main, mais faites-vous accompagner.
Pour terminer, peut-on faire une recommandation à nos auditeurs, une lecture, un blog, une chaîne YouTube, quelque chose qui puisse leur permettre d'aller un peu plus loin? Alors, je vais vous recommander 2 choses. La première, c'est un très bon livre d'Éric Sanchez qui s'appelle « Enseigner et former avec le jeu ». Le sous-titre, c'est « Développer l'autonomie, la confiance et la créativité avec les pratiques pédagogiques innovantes ». C'est un très bon ouvrage pour vraiment se familiariser avec la conception et le détournement de jeux. Et puis, la deuxième chose, c'est vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn parce que je publie beaucoup sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, ça sera une bonne source d'information. Cet épisode touche à son terme. Susan, un grand merci pour votre participation. Un grand merci également à nos auditeurs qui retrouveront cet épisode sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Retrouvez tous les épisodes réalisés dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation, téléchargeable et accessible sur le site du C2RP. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées. Apple Podcast, Deezer, Spotify, vous ne manquerez aucun épisode.